Regarde, ça grouille de vie là-dedans. C'est une première. Ça fait vraiment bizarre de permettre au bétail de pénétrer sur un champ cultivé. J'ai été moi-même végétarienne et même végétalienne de nombreuses années. Puis j'ai recommencé à manger de la viande, par conviction. Je m'appelle Pierre Girard. Je suis journaliste scientifique et je vis entre Paris et Berlin. En parcourant l'Europe, j'ai fait ce constat. Partout, la façon dont nous produisons nos aliments a un impact déterminant sur l'environnement. Un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture. Et chaque année, à l'échelle de la planète, nous perdons 24 milliards de tonnes de terres arables. Pourtant, la solution à bon nombre de problèmes est bien là, sous nos pieds. La terre. C'est elle qui nous donne de quoi manger, nous habiller et bien plus encore. En un mot, la terre nous fait vivre. Si nous ne prenons pas soin de nos sols, il y aura toujours plus de sécheresse et d'inondations. Il est grand temps de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle la Terre. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices engagés qui ont fait du sauvetage des sols leur priorité et qui déploient des méthodes bien concrètes pour s'attaquer aux problèmes environnementaux par la racine. Dans cet épisode, on va parler d'un certain type d'élevage, utilisé pour développer les cultures. À quel point ces animaux ont-ils un impact négatif pour l'air, l'eau et le sol? On va tout de suite prendre le taureau par les cornes chez Elisabeth, en Basse-Saxe. Elle prétend que ces vaches agissent au contraire pour la protection du climat. Et ici, dans le Shropshire, en plein cœur de l'Angleterre, Marc s'apprête à faire une expérience passionnante. Il veut voir si en laissant ses moutons paître sur ses champs de blé, il aura un meilleur rendement. Il le fait pour la première fois cette année et on va vivre ça en direct avec lui. Mais d'abord, partons chez Elisabeth. Je m'appelle Elisabeth Fresen et je suis agricultrice par conviction. À travers mon travail, je veux protéger les animaux, le climat et la nature. Ma ferme se trouve en Basse-Saxe. Ce land allemand est connu par beaucoup de gens comme celui où l'on pratique un élevage intensif qui pollue la nappe phréatique. Je veux montrer que la production de viande et l'élevage peuvent aussi se faire de manière respectueuse pour l'environnement. Nous avons 90 femelles qui vivent toute l'année dehors. Nous n'avons pas d'étable, elles passent leur vie dans les prés. Ce sont des limousines et des angus. Les angus, c'est les plus foncés, c'est ça? Presque noirs. Oui, c'est ça. Elles n'ont aussi presque jamais de cornes. Les limousines, elles sont brunes avec le museau et le contour des yeux blancs. Elles ont faim là, non? Oui, on va les emmener sur le nouveau pré. Allez, venez! Bonjour! Quelle joie de vivre! On les entend brouter. Oui, elles entourent les herbes avec leur langue pour les arracher. On voit aussi pourquoi l'élevage en plein air est la forme d'élevage la plus naturelle. D'abord, on observe que les vaches font toujours un pas vers l'avant pour pouvoir baisser leur museau jusqu'à l'herbe. Mais oui. Immobiles, elles ne peuvent pas suffisamment baisser la tête. Sinon, elles tombent vers l'avant. C'est ça. Même si je n'en ai jamais vu tomber. En tout cas, question bien-être, c'est mieux pour elles de pouvoir manger en marchant. Dans une étable, il faut leur mettre le fourrage en hauteur pour qu'elles puissent l'atteindre. C'est bien beau tout ça, mais les vaches sont quand même très critiquées pour tout le méthane qu'elles émettent, qui est un gaz à effet de serre. Le GIEC a dit que si on continuait à produire autant de viande, on ne pourrait pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Qu'est-ce qui fait que tu peux continuer à dire « mes vaches protègent l'environnement » Le GIEC a raison, mais moi aussi. En fait, tout dépend de la façon dont on pratique l'élevage. Une vache mange quotidiennement à peu près 50 kg de nourriture.
Celle-ci fait des allers-retours entre la gueule de l'animal et sa panse. La clé de ce système digestif, ce sont les bactéries qui vivent dans la panse. Elles rendent la cellulose digeste, mais elles libèrent aussi du carbone sous la forme de méthane, qui part ensuite dans l'atmosphère. Il s'y transforme au bout d'à peu près 10 ans en dioxyde de carbone. La bouillie d'herbe, elle, poursuit son chemin. La bouse de vache se décompose dans le sol et fournit des substances nutritives à l'herbe. Quand l'herbe pousse, elle absorbe le CO2 de l'air avant d'être mangée par la vache. Et la boucle est bouclée. Reste à savoir si le cercle est vicieux ou vertueux. Nos vaches ne mangent que ce qui pousse sur nos terres. Généralement, elles broutent et l'hiver, on leur donne aussi du foin qu'on a récolté pendant l'été. L'élevage n'est nuisible pour le climat que si l'éleveur cultive du fourrage exprès pour les animaux. Pour nos vaches, ce ne serait pas utile de faire pousser en plus des céréales ou du maïs. Et l'eau dans tout ça? On entend régulièrement dire que pour produire 1 kg de viande de bœuf, on utilise 15 000 litres d'eau. C'est énorme. Une vache comme celle-là pèse dans les 600 kg. Ça représente à peu près 200 kg de viande, c'est-à-dire 200 fois 15 000 litres d'eau. Ce qui donne au total 3 millions de litres d'eau, ce qui est considérable. Attardons-nous un moment sur les chiffres. Admettons qu'une vache vive 6 ans. Elle boit environ 60 à 70 litres d'eau par jour. Cette eau vient des rivières, des lacs ou de la nappe phréatique. À cela s'ajoute l'eau qui est utilisée à la ferme et à l'abattoir, par exemple pour nettoyer, et qui est considérée comme inutilisable après emploi. Enfin et surtout, il y a l'eau qui permet à la nourriture des vaches de pousser. Cela représente plus de 90% de l'eau consommée pour l'élevage. Tout cela s'additionne et aboutit à ces fameux 15 000 litres d'eau par kilo de viande. Mais ce calcul n'est pas valable quand la vache passe sa vie dans les pâturages et ne mange que de l'herbe, comme chez Elisabeth. Pourquoi? C'est simple. Parce que l'herbe pousse ici sans arrosage, rien qu'avec l'eau de pluie. Cette eau n'est pas perdue. Elle suit son cycle naturel. Qu'il y ait des vaches ou non sur le pré n'y change rien. Dans un système sans irrigation artificielle, on n'a besoin que de 500 litres d'eau pour 1 kg de viande. Il faut donc se demander où vivent les vaches quand on consomme de la viande et du lait. Mais Elisabeth, tu ne peux pas ignorer que dans l'ensemble, l'élevage en Basse-Saxe est relativement problématique. La pollution par les nitrates, par exemple, est bien réelle. Et tes vaches n'y sont pas tout à fait pour rien. La pollution des eaux souterraines par les nitrates vient en effet en partie de l'élevage, mais plutôt de l'élevage intensif. Et c'est tout le problème. Quand les exploitations ne produisent pas leur propre fourrage, elles importent par exemple du soja d'Amérique du Sud en Allemagne. Et ce soja contient un fort taux d'azote. Quand on l'étale ensuite sur les champs, comme engrais, les plantes n'absorbent pas tout. Et une partie se retrouve dans la nappe phréatique. Donc quand on importe du fourrage, on importe aussi de l'azote et un engrais qui génère de la surfertilisation. Exactement, surtout quand il y a une forte concentration d'élevage dans une même zone, comme dans certaines régions de la Basse-Saxe où les étables sont vraiment en rang d'oignons. Un peu de lisier constitue un bon engrais pour les sols. Mais ils ne peuvent pas en absorber à l'infini. On arrive à la surfertilisation, ou eutrophisation, et à la pollution de la nappe phréatique. Les nitrates finissent dans les rivières et les lacs. En raison de l'énorme quantité d'animaux d'élevage, en de nombreux endroits d'Allemagne, et surtout en Basse-Saxe, les niveaux de nitrates dans les eaux souterraines dépassent déjà le seuil critique de 50 mg par litre. Et ça n'a pas seulement des conséquences pour l'environnement, ça en a aussi pour nous, parce qu'au bout du compte, c'est nous qui payons les mesures d'assainissement de la nappe phréatique. À présent, allons voir ce qui se passe du côté de chez Mark, dans le Shropshire. Ici aussi, l'élevage pollue la nappe phréatique et le sol, sur 55% du territoire, selon le gouvernement britannique. Mark cultive des céréales, mais pour cela, il a aussi besoin d'animaux. Et il veut me montrer qu'ils ne sont pas nécessairement polluants.
Je m'appelle Mark Lee. Je suis agriculteur bio depuis plus de 20 ans. Nous produisons des céréales et des pois sur 180 hectares. Mais nous avons également du bétail car nous sommes persuadés qu'une approche mixte est plus durable et permet d'éviter les pesticides. Les animaux sont très importants dans notre système agricole. Même s'ils sont critiqués pour leur impact négatif sur le climat, nous sommes convaincus que s'ils sont utilisés dans une optique durable, pour améliorer la séquestration du carbone, ils peuvent faire partie de la solution. Mark pratique une rotation des cultures sur 5 ans. 2 ans de régénération des sols et 3 ans de culture de céréales. Pour commencer, il veut me montrer la clé de sa méthode. Je ne vois ni mouton ni céréales là où tu m'emmènes. On dirait qu'il ne se passe rien, mais en fait, si. Le trèfle est ce qu'il y a de plus important dans cette ferme. C'est une légumineuse, donc elle fixe l'azote atmosphérique dans le sol. Et l'azote est quelque chose qui favorise la croissance des plantes. Le trèfle travaille continuellement dans le sous-sol à travers ses racines. Mais comment ça fonctionne? Je dois regarder ça de plus près. On a une belle image. On dirait un nez. Et à l'intérieur, il s'en passe des choses. Dans ces petits renflements qui n'ont l'air de rien, vivent des bactéries. Elles font du trèfle et d'autres légumineuses de vraies usines à nutriments. Ensemble, elles transforment l'azote inerte de l'air en un précieux engrais pour les plantes. Et elles enrichissent le sol. Sans la collaboration des plantes et des bactéries, il faudrait une charge énergétique, de la puissance de la foudre, pour mettre en branle le processus. Il faut également beaucoup d'énergie pour produire des engrais artificiels. Et si tu as de l'azote, pas besoin de fertilisant. On n'utilise aucun autre type d'engrais azoté dans notre ferme. Notre seule production d'azote, c'est à travers la croissance de légumineuses et aussi les déjections animales. On est très emballé par le nouveau défi qu'on s'est lancé. Je vais te montrer. Ça se passe dans l'autre champ, où on combine tout, le trèfle, les moutons et les cultures compatibles. En faisant ça, on améliore le sol, la santé du sol et surtout les nutriments qu'il contient. Et en même temps, on fait pousser des aliments pour la consommation humaine. Je suis curieux de voir ça. Sur ce champ expérimental, on essaie d'associer la culture du trèfle et des céréales, donc d'utiliser les nutriments et d'améliorer la fertilité du sol simultanément. Donc là, on a du trèfle et du blé. Absolument. À première vue, tout est vert. Mais Mark a semé ses céréales entre les pousses de trèfle. Il doit veiller à ce que son blé soit assez vigoureux pour s'imposer au milieu des légumineuses. Ici, on a une ancienne variété de blé qui pousse très haut. Et tu veux faire paître tes moutons dans ce champ de blé? Oui, c'est l'idée. On a constaté que la période critique dans la compétition entre le trèfle et le blé, c'est le début du printemps, quand la tige de la céréale sort de terre. Elle a besoin d'un maximum d'espace, de lumière, d'eau et de ressources. Alors on veut qu'à ce stade, le trèfle soit court, rasé. En lâchant les moutons ici à la fin de l'hiver, l'idée est qu'ils broutent les deux plantes, le trèfle et la céréale. De cette façon, le blé va ensuite pousser bien plus vite que le trèfle. Il va gagner la course en quelque sorte. C'est ce que tu espères? C'est ce qu'on espère, oui. On verra bien. À cette époque de l'année, le sol peut être assez meuble et vulnérable à l'érosion. Enfin, pas tant ici que sur des parcelles plus en pente. Mais les moutons, en piétinant le sol, contribuent à compacter la couche supérieure, à la consolider et à la rendre moins fragile, notamment vis-à-vis de l'érosion par le vent et l'eau. D'accord. Sinon, il faudrait utiliser un tracteur. Oui, à cette époque de l'année, on aurait peut-être utilisé un tracteur. Tu as donc vraiment besoin des animaux. Ah, ils se sont approchés? Ils sont vraiment impatients de t'aider. Contrairement aux produits chimiques, le travail avec les animaux est assez imprévisible.
mais Marc nous montre que l'agriculture bio a absolument besoin des animaux. Chez Elisabeth aussi, en Basse-Saxe, les animaux sont un atout pour les sols. Et ils nous réservent des surprises. Là, regarde. Oui, je pense que c'est une bouse qui est déjà là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle n'a pas du tout le même aspect que celle-là. Celle-là est fraîche et celle-ci a déjà été en partie absorbée par le sol et ce qui vit dedans. On peut la prendre dans la main. Elle n'est pas tout à fait sèche. Mais elle sent déjà la terre. C'est vrai, c'est dingue. Il y a plein de sable à l'intérieur. La vache n'a pas mangé de sable, donc ça ne vient pas d'elle. Ce sont les organismes vivants dans le sol qui sont allés dans la bouse en emportant du sable avec eux et qui l'ont mélangé avec la bouse. Regarde, ça grouille de vie là-dedans. Oui. Ça me donne presque le frisson. Je les sens se tortiller dans ma main. Il doit y en avoir 300. Ça chatouille. J'aimerais observer ça de plus près avec mon microscope de poche. Il y a peut-être des bestioles qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est sûr. Le microscope de poche. Regarde, lui aussi, il s'agite. Oui. Et ici? Il y en a de la vie dans une bouse de vache. Oui. On dit que dans une bouse, il y a entre 200 et 300 grammes d'insectes de toutes sortes d'espèces. Ils y vivent et ils en vivent. Et par la même occasion, ils fécondent les herbes qui poussent dans le pré et les arbres fruitiers. On a ici une formidable variété de plantes. Et à leur tour, les insectes servent de nourriture aux oiseaux. Un peu de magie dans le champ, grâce aux vaches. C'est la pierre angulaire de la biodiversité. Sans les vaches et les bouses de vaches, il y aurait moins de vie ici. Nous revoici chez Marc et ses moutons, en Angleterre. Voyons voir si tout est prêt pour son expérience. L'important, c'est que le blé soit à un stade de croissance très précoce, que la tige n'ait pas encore trop poussé. Actuellement, l'épi se trouve encore ici, tout en bas. Donc les moutons ne peuvent pas le manger. C'est ça. Mais quand le printemps arrive et que le temps s'améliore, vers fin mars, début avril en Angleterre, la tige se met à pousser d'un coup et l'épi se retrouve bien plus haut. Si on laisse paître les moutons, ils vont brouter les épis et ça va porter sérieusement atteinte à la récolte. Il faut donc faire attention à faire venir les moutons tôt et à les faire ressortir rapidement. En broutant les chaumes qui sont au centre des plantes, il est possible qu'ils les renforcent et entraînent la formation de chaumes secondaires. Et qui dit plus de tiges, dit plus d'épis. D'ailleurs, comment ça pousse, le blé? En automne, on sème des grains. Ils germent et les plantes poussent. Dès que les températures grimpent, au printemps, de nouvelles feuilles se forment. La tige, ou chaume, naît à son tour et sort de terre. L'épi voit le jour. Hélas, chez cette variété de blé, bien souvent, la tige plie sous le poids de l'épi. Le rendement s'en trouve réduit. Ce que Marc espère, c'est qu'avec l'aide des moutons, les tiges se multiplieront et porteront donc davantage de fruits. Si ça marche. C'est le bon moment pour les laisser entrer? Oui, je crois. C'est une première. Ça fait vraiment bizarre de permettre au bétail de pénétrer sur un champ cultivé. D'habitude, on s'échine à ne pas abîmer les cultures. Mais on verra. Je prends les choses avec philosophie. Parfois ça réussit, parfois ça rate. L'important, c'est d'en tirer les leçons. On a décidé de parquer les moutons dans un petit espace pendant une courte période, puis de les déplacer pour qu'ils ne restent pas trop longtemps à piétiner et à brouter la même parcelle. Sinon, ils risquent d'abîmer la récolte.
Et tout ça, ça ne te stresse pas, parce que tu prends quand même un sacré risque. Respect. J'avoue que si, ça me stresse un peu. Mais c'est une pratique déjà éprouvée. Les fermiers faisaient ça il y a des siècles. Avant l'agrochimie, c'était assez commun. Alors je suis sûr que ça va aller. Le périmètre expérimental est bien délimité. Il ne reste plus qu'à y envoyer les moutons. Allez, allez, allez! Un sprint, ça donne faim. Et quoi de plus savoureux que de jeunes pousses bien juteuses? On dirait de l'herbe, mais c'est vraiment du blé, ce qu'on utilise pour faire du pain. Je trouve ça assez étonnant que Marc soit si confiant. Il risque quand même toute sa récolte. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est avant, et ça, c'est après. La différence est flagrante. Je me demande comment se portent les plantes. Ils ont bien ratissé le champ. Mais c'est ce que tu voulais, non? Oui, j'ai l'impression qu'ils ont fait du bon boulot. Il ne faudrait pas qu'ils broutent plus que ça, mais là, c'est bien. Parfait. Oui, parce qu'à ce stade, l'embryon d'épi se situe au-dessous de ce niveau. Sans animaux, on ne peut pas faire d'agriculture durable et bio? Très peu de gens réussissent, et seulement à petite échelle. À grande échelle, dans une exploitation agricole, il me semble indispensable d'intégrer les animaux dans le système. Ce qu'ils apportent au terrain, en termes de bénéfices pour la santé du sol, on ne peut pas l'obtenir par d'autres moyens. Hello. Salut Dominique, je te présente Pierre. Dominique est membre de l'Organic Research Center, qui accompagne nos expériences d'un point de vue scientifique. Le but est de nous aider à comprendre précisément ce qui se passe. La meilleure preuve qu'un sol est sain, c'est quand il grouille de vers de terre. Alors on prélève un échantillon et on les compte. Ce qui saute aux yeux, c'est à quel point le sol est meuble. Il s'effrite très facilement. Et il ne nous faut pas longtemps pour trouver des vers de terre. Au total, on en compte 10. C'est plus ou moins ce à quoi tu t'attendais. Pour un échantillon de cette taille, oui. 10, c'est vraiment bien. Ça indique que le sol est très sain. En Basse-Saxe, en plus des vaches, Elisabeth élève d'autres animaux qui améliorent eux aussi la qualité du sol. J'adore. Chez toi, on voit vraiment à l'aspect de la terre qu'elle est en bonne santé. Elle est bien brune et humide. Ça veut dire que partout où tu plantes quelque chose, tu fais venir les animaux avant? Presque oui. On n'en a pas fait une règle, mais c'est généralement le cas. Je crois qu'en agriculture, il n'y a jamais vraiment de loi. Exactement, on doit rester souple. Ils sont énormes. On va les emporter à la boutique. Là, on a les œufs de nos poules. Je vois de la viande aussi. Voilà, il y a divers morceaux. Là, je vois des steaks, par exemple. Le genre de morceaux qu'on fait souvent griller. Ils coûtent 42 € le kilo. Oui. C'est pas donné. Faut avoir les moyens quand même. Oui. De même qu'il faut avoir les moyens pour élever les animaux de façon écolo. Si ça coûtait moins cher aux consommateurs, ça coûterait plus cher à l'environnement, aux animaux, au climat.
Beaucoup d'agriculteurs sont pauvres parce qu'ils font rentrer trop peu d'argent. Moi, même avec ces prix-là, avec l'augmentation des prix de l'énergie, je rentre à peine dans mes frais. Qu'est-ce qui devrait changer pour que tu t'y retrouves? Une de mes sources principales de revenus, ce sont les subventions à l'agriculture. Actuellement, elles sont calculées par rapport à la surface cultivée et non en fonction de ce qu'on fait pour le bien commun. Il faudrait que ça change, parce que ça représente des milliards d'euros de fonds publics alloués chaque année aux exploitations agricoles. Or, ça devrait être proportionnel à ce que les fermes font pour le climat, le bien-être animal et la protection des eaux. Beaucoup de défenseurs des animaux sont pour l'abolition de l'élevage. Quelle est ta position sur ce sujet? Je les comprends. J'ai moi-même été végétarienne et même végétalienne de nombreuses années, avant de me rendre compte que ce n'était pas si logique que ça. À un moment donné, je me suis dit, la façon dont je fertilise mes plantes compte aussi. Je dois mettre en place une forme de recyclage écologique si je ne veux pas nuire au climat, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à manger de la viande, par conviction. Oui, et du point de vue de la gestion des espaces, les scientifiques ont calculé qu'on devrait manger chaque jour entre 9 et 20 grammes de protéines animales, ni plus ni moins, sous forme de viande, de produits laitiers ou d'œufs par exemple. Ça correspond à la quantité d'animaux qui peuvent être élevés sans mobiliser des terres agricoles qui pourraient servir à l'alimentation humaine. En élever davantage, ça veut dire leur consacrer des surfaces arables. Mais en élever moins, c'est gaspiller des surfaces d'herbe qui ne peuvent servir à rien d'autre. Le blé de Marc, qui pousse dans le Shropshire, est transformé aux 4 coins du pays. Mais Marc vise un ancrage plus local. Il souhaite d'ailleurs me montrer quelque chose. Après toi. Wow. C'est notre nouveau jouet. On était assez frustrés que notre farine soit consommée dans tout le Royaume-Uni, mais pas chez nous. On voulait pouvoir approvisionner les habitants et les boulangers du coin. Et pour ça, on avait besoin d'un petit moulin. Alors faisons de la farine. D'accord, je vais mettre mon tablier. Avec cette machine, Marc peut moudre toutes sortes de céréales et préparer pour chacun de ses clients le mélange souhaité. Apparemment, les gens du coin se sont déjà passé le mot et apprécient cette farine personnalisée. Vous voulez de celle-là? Oui, volontiers. Merci, Marc. Je vais apprendre aux gens à faire du pain avec cette farine. J'essaie de promouvoir un marché des céréales régionales dans le Shropshire. C'est fantastique, les gens adorent. Ce moulin est à 2 pas de chez eux. C'est le vrai goût de cette ferme. Ce pain est le pur produit du système que tu as vu. Rien d'autre. On n'a rien ajouté, rien enlevé. On fait pousser le blé avec notre système complexe basé sur la diversité. Puis on le moud et on fait notre propre pain. C'est différent? Il a presque un petit côté épicé, comparé à celui-là. Son goût tire plus sur la noix. Celui-ci. Le deuxième. Maintenant que j'ai goûté à ton délicieux pain, est-ce que tu dirais que les moutons améliorent le rendement de la ferme? Oui, même si l'objectif principal concernant les moutons n'est pas qu'ils soient très rentables, parce que ce ne serait pas réaliste. Pour nous, les moutons font partie de la solution. Nous avons une approche agroécologique et cette approche veut que nous considérions le système dans sa globalité. Les moutons font partie intégrante d'un tout dont les différents éléments doivent bien se combiner. En Europe continentale, les producteurs de céréales allemands et français, par exemple, dépendent fortement des aides de la PAC. Vous n'avez plus de subventions européennes depuis le Brexit. Comment vous vous en sortez? La situation est inquiétante. Elle n'a jamais été aussi précaire.
Depuis quelques années, les mouvements de protestation des agriculteurs et des associations de défense de l'environnement se multiplient. Les exploitations agricoles sont de plus en plus sous pression et craignent pour leur survie. Elisabeth aussi milite pour un changement de fond. Je crois avoir vu sur Internet une image de toi conduisant ce tracteur, direction Berlin. Je me trompe? Non, j'ai déjà roulé jusqu'à Berlin plusieurs fois avec le tracteur, pour les manifestations. En janvier? Oui. Les 400 km? Je crois que ça fait entre 350 et 380 km. Il faut un peu de temps, mais c'est plutôt sympa. J'ai vu une de tes pancartes là-bas. Oui, je l'avais mise à l'avant du tracteur pour expliquer pourquoi je faisais tout ce chemin. L'agriculture paysanne protège le sol, l'eau, le climat, les espèces. Les 4 piliers en gros. C'est ça. Et puis tu n'es pas seulement dans les champs et sur la route, mais aussi à la chancellerie fédérale. Tu as fait partie de la commission allemande pour l'avenir de l'agriculture et tu es présidente de l'ABL, le groupe de travail pour une agriculture paysanne. Comment se fait-il que tu sois aussi engagé, politiquement parlant? Alors ma priorité, c'est le travail que je fais à la ferme, selon mes idéaux. Sauf que voilà, pour pouvoir me le permettre encore longtemps, le cadre politique doit changer. On a besoin d'une nouvelle politique agricole de toute urgence. Elisabeth et Marc utilisent les animaux chacun à leur façon. Mais si leurs méthodes diffèrent, ils s'accordent sur un point. Les animaux sont partie intégrante d'une agriculture durable. Elisabeth nous a montré que ces vaches peuvent avoir une action positive sur l'environnement. J'ai aussi été impressionné par les moutons de Marc, qui améliorent la qualité du sol et favorisent peut-être même la croissance des céréales. Nous avons fait la connaissance de deux personnes courageuses, avec deux approches différentes pour faire avancer l'agriculture. Elles nous incitent à modifier le regard que nous portons sur la Terre en nous rappelant que protéger le climat et l'environnement, ça commence à l'intérieur de la Terre.